À l'occasion de la journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale, le 21 mars, il me semble très utile de rappeler le rôle, la mission du Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale, le CERD. Ce comité, composé de 18 experts indépendants, élus donc au siège des Nations Unies à New York par une assemblée des États, et représentant chacun des grands groupes, des 4 groupes régionaux du monde. Il est un organe conventionnel onusien qui est spécialement chargé de la lutte contre le racisme et dans lequel j'ai siégé près de 24 années, c'est-à-dire de 1990 à 2014. Et il a pour mission, le CERD, de veiller à l'application par les États de la Convention internationale pour l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale qui a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies en 1965 et entrée en vigueur en 1969. Lorsque j'ai quitté le CERD en 2014, il y avait déjà 177 États qui avaient ratifié la Convention. Alors la principale richesse de ce comité, c'est de jouer le rôle d'un véritable observatoire mondial de toutes les formes de racisme sur la Terre. Il est chargé de contrôler les mesures prises par tous les États partis pour s'acquitter donc des obligations contractées par eux en vertu de cette convention de 1965. Et ce contrôle, et ça c'est très important, il le fait sur la base de toutes les informations dont il dispose, celles provenant des rapports des États, bien sûr, mais aussi celles qui lui sont adressées par les organisations non gouvernementales, la société civile, les institutions nationales des droits de l'homme et les autres organes s'occupant des droits de l'homme, nationaux ou internationaux. Et ce qu'il faut voir, c'est que c'est en croisant toutes ces informations que le CERD peut approcher de plus près la situation réelle des États partis, sans plus se limiter, comme il le faisait au début de son existence, aux renseignements fournis par les rapports des États. Alors si on regarde l'évolution du comité depuis sa création, on peut dire que le CERD a considérablement renforcé son action dans la lutte contre le racisme à l'échelle mondiale, grâce à une interprétation constructive, dynamique, qu'il a fait de la Convention de 1965, et ceci de 2 manières. D'une part, par une interprétation vivante, constructive, donc, des obligations des États partis qui sont inscrites dans la Convention, et d'autre part, par l'utilisation dynamique des procédures prévues par la Convention. Il faudrait que j'aille assez vite sur chacun de ces 2 points, mais s'agissant de l'interprétation vivante des obligations conventionnelles des États, je citerai simplement quelques exemples. Le comité a interprété d'abord très largement la définition de la discrimination raciale en étendant aux discriminations directes, indirectes, aux doubles et multiples discriminations et à l'intersectionnalité qui peut exister entre elles. Le CERD a veillé aussi attentivement à ce que les États adoptent des législations civiles et pénales conformes à la Convention pour lutter contre le racisme. Il exige des États, c'est important, qu'ils fournissent des données statistiques et ethno-raciales sur la composition de leur population, ce qui, au passage, pose parfois des problèmes pour certains États, je pense en particulier à la France, en raison de sa constitution et du principe de la République une et indivisible, fondée sur l'égalité de tous. Donc il y a des difficultés parfois. Pour s'assurer également que les actes de racisme sont effectivement sanctionnés par les États partis, le CERD demande à ce que ces États lui fournissent des renseignements statistiques sur les plaintes, les poursuites, les jugements, les condamnations et aussi les réparations prononcées pour des actes de racisme. Et il considère que l'absence ou la rareté des plaintes en la matière ne doit pas être regardée comme nécessairement positive, contrairement à ce que pensent un certain nombre de gouvernements, parce que ça peut révéler une insuffisance des recours disponibles, un manque de confiance à l'égard de la justice ou de la police,
et quelquefois aussi une sensibilisation insuffisante de la police et de la justice pour les problèmes et les infractions de racisme. Et enfin, le CERD exige également des États qui l'informent sur les mesures d'éducation, d'enseignement, pour lutter contre les préjugés et pour favoriser la tolérance donc, entre les différents groupes raciaux ou ethniques. Je passe maintenant rapidement à l'utilisation dynamique des procédures prévues par la Convention. Et là, le CERD a fait au cours de son histoire une application de plus en plus active de ces procédures qui figuraient dans la Convention de 1965. Dans la Convention elle-même, 4 procédures existaient. Je ne m'y étendrai pas, vous les connaissez certainement. La première procédure, c'est l'examen périodique des États que doivent remettre toutes les États parties au comité. Et là, le comité exige que les États répondent désormais dans un délai de 1 an aux questions posées par le comité sur les sujets prioritaires et urgents et d'une importance particulière. La deuxième procédure de la Convention, c'est celle des plaintes, communication individuelle, qui a été acceptée lorsque j'ai quitté le CERD par 55 pays. Pour rendre plus effective cette procédure, importante, le CERD a décidé notamment de faire figurer les recommandations, les constats de violation de la Convention dans le rapport annuel public qu'il adresse à l'Assemblée générale des Nations unies, avec donc un classement des réponses satisfaisantes ou non satisfaisantes, ce qui fait apparaître publiquement les États qui ne respectent pas leurs obligations et donc a un effet dissuasif à l'égard de cela. La troisième procédure, je passe rapidement, c'est celle des recommandations générales qui expriment un peu la doctrine générale du CERD sur les questions les plus importantes qui se dégagent de l'examen de ces rapports. Et enfin, l'autre procédure prévue par la Convention, c'est la présentation du rapport annuel du comité à l'Assemblée générale des Nations unies, importante parce qu'elle fait apparaître toutes les recommandations et observations adressées aux États examinés dans l'année, et comme c'est public, cela confère un effet dissuasif à l'égard des pays qui ne respecteraient pas leurs obligations. Alors, au-delà de ces 4 procédures prévues par la Convention, le comité, le CERD, par une interprétation dynamique de la Convention, a réussi, c'est créatif, à instituer 3 nouveaux moyens d'action, 3 nouvelles procédures complémentaires. D'une part, la procédure dite de bilan, review, qu'il applique aux États très en retard dans la présentation de leur rapport, avec un mécanisme efficace de lettres de rappel, une sorte de mise en demeure, et puis l'examen d'office de la situation des pays, même en l'absence de représentants de ces pays, s'ils ne répondent pas. L'autre procédure, c'est le suivi, le follow-up, très important également, qui a permis au CERD d'exiger des réponses aux questions les plus urgentes, d'une part, et ensuite d'instituer une véritable permanence dans la surveillance du respect de leurs obligations par les États, même dans la période comprise entre la présentation des rapports périodiques successifs. Et enfin, une procédure tout à fait nouvelle que le comité a été le premier à instituer, c'est la procédure d'alerte rapide et d'action urgente, Early Warning and Urgent Action, non prévue par la Convention, instituée depuis 1993-1994 lors des grandes crises de l'ex-Yougoslavie, de la Somalie et du Rwanda, pour mieux réagir aux crises à caractère racial, les plus graves, voire parfois à des menaces génocidaires. Alors cette procédure a fait l'objet de nombreuses applications à des pays divers, sur lesquels je n'ai pas le temps de demander. Les derniers, c'est la Libye, l'Irak, la Syrie, le Mali, la République centrafricaine par exemple. Mais en plus, le comité a été saisi ces derniers temps, au titre de cette procédure d'urgence, de réclamations émanant des communautés indigènes, autochtones, qui se plaignent des discriminations dans leurs droits sur les terres ancestrales, et même de tous leurs autres droits, dont elles sont victimes de la part des grandes entreprises transnationales, menant sur leur territoire des activités extractives, minières ou forestières.
Et dans tous ces cas, dans chaque cas, le CERD demande des explications aux États concernés et publie leurs réponses, toujours dans ce rapport public annuel à l'Assemblée générale des Nations unies. Je crois que par là, on démontre quand même les efforts considérables menés par le CERD pour accomplir la surveillance des États dans leur engagement contre le racisme. Mais cela n'empêche pas d'avoir été confronté tout au long de son histoire à de nombreux défis ou obstacles dans l'accomplissement de sa mission. Je ne peux pas revenir sur les grands défis du passé, l'apartheid, les incidences de la guerre froide, etc. Je me borderai à citer seulement quelques défis majeurs auxquels a été confronté le CERD ces derniers temps. D'abord, la résurgence des nationalismes, des replis identitaires, de la xénophobie, du rejet des migrants, conséquence de la montée des migrations et des déplacements de population. Les conflits, les violences interraciales, interethniques ou interreligieuses qui se manifestent dans différentes régions du monde. Les nouvelles formes de diffusion du racisme et des discours de haine propagés, vous le savez, dangereusement par Internet, les réseaux sociaux et même par certains discours de leaders politiques. Et enfin aussi les conséquences qui résultent pour l'état de droit de cette montée des violences et de la haine raciale, parfois même du terrorisme d'ailleurs, conduisant les États à instaurer des politiques sécuritaires au détriment des libertés individuelles. Et puis, dernier mot, je ne peux pas ne pas évoquer, malgré les réformes en cours aux Nations Unies, la crise que traversent actuellement les organes conventionnels des droits de l'homme des Nations Unies, par l'effet notamment d'un manque de moyens qui leur sont alloués, de l'encombrement de leur travail, du nombre de rapports en retard qu'ils ont à traiter, ce qui conduit certains gouvernements à mettre en cause et critiquer certains de ces organes, même le CERD, au risque de voir réapparaître une remise en cause du principe même de l'universalité des droits de l'homme par les pays qui estiment que cet universalisme est plutôt l'expression d'une conception occidentaliste et trop individualiste des droits de l'homme. Cela surtout d'ailleurs de la part des pays du Moyen-Orient ou de l'Extrême-Orient. Et on touche là bien sûr à un point qui a été évoqué plusieurs fois à l'occasion du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme.